Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Nous débutons avec les sessions politiques chinoises. L'autorité en charge du logement dans le pays a informé les médias lors d'une conférence de presse. Le ministre du Logement et du Développement urbain-rural, Chen Zhonggao, a déclaré que le marché immobilier en Chine continuerait à faire l'expérience d'un développement progressif et sain. Il a cité plusieurs facteurs favorables, dont la croissance économique stable, le rythme rapide de l'urbanisation, ainsi qu'une demande en hausse venant des citadins. Il a en outre évoqué les trois principales caractéristiques du marché de l'immobilier en Chine. Il y a trois facteurs clés dans le marché immobilier de la Chine. Premièrement, les ventes en hausse. L'année dernière, celles-ci avaient progressé mois après mois. Le secteur des ventes a augmenté de 6,5% et les revenus des ventes ont aussi connu une hausse de 14%. Nous avons maintenu cet élan en janvier et en février, donc notre conclusion est que les ventes reprennent. Deuxièmement, il existe une grande divergence parmi les villes. Nous constatons différentes situations entre les grandes villes et les villes de troisième ou de quatrième catégorie, ce qui nous amène à un immense défi en termes de régulation et de contrôle. Troisièmement, le surstock. Il y avait 718 millions de mètres carrés de surface de logement l'année dernière, soit une hausse de 15,6% sur l'année précédente. Bien sûr, cette suroffre se trouve premièrement dans les villes de troisième et de quatrième rang. La phase préliminaire de l'urbanisation en Chine est souvent perçue comme une reconversion excessive des terres rurales en zones urbaines. Dans le rapport de travail délivré samedi lors de la 4e session de la 12e APN, le Premier ministre chinois Li Keqiang a rappelé que l'accent devait être mis sur la population dans le processus d'urbanisation. Il a également lancé de nouvelles réformes pour le système d'enregistrement des ménages qui sera l'une des priorités pour 2016. Ayant travaillé pendant 20 ans en tant que cuisinier à Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, Cui Jingjie a finalement pu se permettre de s'acheter un petit appartement dans la ville. Son plus grand rêve est de s'installer ici avec sa femme et ses 2 enfants. Il en est tout proche à présent. J'ai acheté cet appartement en 2015. Il m'a coûté 700 000 yuans. J'ai dépensé presque toutes mes économies pour payer l'acompte de 280 000 yuans. Je paierai le reste au cours des 30 prochaines années. Acheter un appartement à Zhengzhou signifie qu'il pourra y obtenir un permis de résidence ou hukou et qu'il deviendra un véritable habitant urbain. Mais il hésite toujours. Il a en effet peur de perdre sa terre agricole une fois qu'il aura obtenu ce hukou urbain. Il s'inquiète aussi du fait que sa famille n'aura pas accès aux mêmes aides sociales que les locaux, et ce même s'il dispose du hukou urbain. En fait, selon les autorités locales, les travailleurs migrants qui s'enregistrent pour vivre en ville pourront conserver leurs terres dans leur village. Depuis octobre dernier, des logements couvrant une superficie totale de plus de 5 millions de mètres carrés ont été vendus à des agriculteurs de la province. Concernant leurs terrains agricoles et leurs fermes, cela dépendra d'eux s'ils souhaitent les rendre au gouvernement local ou non. Nous faisons face à plusieurs défis à chaque phase de la promotion de l'urbanisation. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour la plupart des travailleurs migrants de trouver un emploi dans les villes. Nous devons à présent penser à la manière de les faire s'installer dans les villes et de profiter d'une certaine qualité de vie. La Chine a fait de grands efforts pour promouvoir un nouveau type d'urbanisation ces dernières années. Mais il ne s'agit pas seulement d'un agrandissement des villes et de la migration de personnes loin de leur village, ce qui est une urbanisation orientée sur le capital. Le Premier ministre chinois Li Keqiang, dans le nouveau rapport de travail du gouvernement datant du 5 mars, a mis l'accent sur cette urbanisation orientée vers les personnes. La Chine va approfondir la réforme du système d'enregistrement des ménages, accélérer l'urbanisation pour les migrants ruraux et lier l'urbanisation avec les personnes, les terres et les financements. Les travailleurs migrants qui n'ont pas reçu leur hukou urbain ne devraient pas se voir exclus des services publics tels que l'éducation, l'emploi et la santé. Aujourd'hui, certains centres urbains continuent de se développer sans considérer la croissance de leur population, donnant naissance à des villes fantômes, des rues et des bâtiments vides. Les autorités ont échoué à comprendre que le cœur de l'urbanisation ne résidait pas dans les logements mais chez les personnes. L'urbanisation orientée vers les gens nécessite que les gouvernements locaux passent d'un statut d'acteur entrepreneurial dans la vente de terrain à un fournisseur de biens publics. Au niveau de la population active, les travailleurs migrants ont davantage de possibilités d'apporter une nette contribution à la ville. De plus, il n'est pas juste qu'ils soient exclus des services publics. Qu'ils se voient gratifier d'un statut de hukou urbain ou non, ces migrants méritent d'avoir une meilleure qualité de vie dans les villes.
C'est là où réside le cœur de la réforme de l'urbanisation. En Chine, l'accès à de nombreux avantages sociaux tels que l'assurance médicale et l'éducation de base est conditionné par la possession du permis de résidence appelé Hukou. Mais environ 13 millions de personnes, soit 1% de la population totale, ne sont pas encore enregistrées et par conséquent n'ont pas accès à ces services. En janvier, le Conseil des affaires d'État a donc déclaré que la Chine fournira des permis d'inscription de résidence à tous les citoyens non enregistrés. Vendredi dernier était un grand jour pour Hu Renli, âgé de 53 ans. Après avoir perdu son hukou il y a un quart de siècle et avoir été contraint de vivre en tant que citoyen dit noir, il a finalement recouvré son identité. Hu Renli travaillait comme mineur dans le district de Silmi, dans la province du Henan, et avait un permis de résidence collectif. Il a quitté son emploi il y a 25 ans et est retourné dans son village natal. Malheureusement, il a perdu en chemin tous les documents qui lui auraient permis d'établir son nouveau hukou. Pendant la moitié de ma vie, je ne pouvais aller nulle part, parce que je ne pouvais pas acheter un billet de train sans un hukou et une carte d'identité. J'ai donc dû rester chez moi et travailler à la ferme pendant tout ce temps. Le hukou chinois est un permis de résidence délivré par le gouvernement qui identifie les personnes comme citoyens. Ce document lie l'accès aux aides sociales et aux services publics locaux de base au lieu de résidence. Il y a 10 ans, Jo Hongxia est tombée amoureuse de quelqu'un, mais elle n'a pas pu l'épouser à cause de l'opposition de ses parents. Sans leur bénédiction, le couple a eu 2 enfants quelques années plus tard. Mais Jo Hongxia n'avait jamais réalisé que leur idylle affecterait le futur de leurs enfants. Nés en dehors du mariage, mes 2 enfants ne pouvaient pas obtenir de hukou. Aller à la crèche est possible, mais ils n'ont pas droit aux soins médicaux dans les cliniques et les hôpitaux gouvernementaux. Ils me demandaient toujours pourquoi ils étaient différents des autres enfants. Que ces enfants ne soient pas en mesure d'aller à l'école primaire a été pour Jo Hongxia la goutte qui a fait déborder le vase. Elle a finalement convaincu ses parents de la laisser se marier. Et avec l'aide de la police locale, elle a fourni tous les documents nécessaires et a pu enregistrer ses enfants l'an dernier. La plupart des citoyens non enregistrés vivent en zone rurale. C'est difficile pour eux de nous trouver pour résoudre leurs problèmes comme Jo Hongxia. Donc nous dépêchons quelques policiers dans chaque zone pour trouver ces personnes et les aider à enregistrer leur hukou. Selon les données du recensement national de 2010, la Chine a environ 13 millions de citoyens non enregistrés, aussi qualifiés de citoyens noirs. 60% de ceux-ci sont des enfants nés en infraction de la politique de planning familial. Probablement, les parents de tels enfants ne les ont pas enregistrés par crainte d'une punition, ou ce qu'on appelle la taxe de maintien social. En fait, dans la province du Henan, les enfants qui sont nés en contravention de la politique de planning familial peuvent être enregistrés même si leurs parents n'ont pas payé l'amende. Ils ne savaient simplement pas cela. Notre prochaine tâche sera de nous assurer que les enfants et adultes qui auparavant n'étaient pas inscrits reçoivent tous les avantages qui leur sont dus. En janvier, l'Office général du Conseil des affaires d'État a dit qu'il supprimera toutes les restrictions illégales aux droits des citoyens à un hukou et qu'il ordonnera aux autorités locales d'enregistrer les enfants, quelle que soit la légalité de leur naissance. Il a aussi été déclaré qu'aucune organisation ou aucun individu n'a le droit de refuser aux citoyens leurs droits en cette matière. Plus de 1000 journalistes étrangers ont couvert les 2 sessions politiques de Beijing. En plus d'avoir interviewé des ministres chinois, les représentants des médias étrangers ont pu poser des questions lors de conférences de presse quotidiennes. Pour la presse internationale, ce fut l'occasion de mieux comprendre les politiques chinoises de réforme et de développement. De nombreux médias, en particulier les médias étrangers, ont posé des questions difficiles, mais les ministres n'ont pas tenté de les éviter, ils ont donné des réponses directes. Je pense que le canal des ministres fut une bonne initiative prise cette année. J'ai confiance dans le gouvernement chinois, il a les compétences pour mettre toutes les réformes en place. Je pense que la Chine peut trouver un nouvel élan de développement à travers les innovations dans le domaine de l'Internet par exemple. Le Parlement du Myanmar a élu Tin Kyo, membre de la Ligue nationale pour la démocratie, ou LND, au poste de président. Il a été élu par 360 voix sur un total de 652 et devient ainsi le premier président du Myanmar depuis les années 60 à n'avoir aucun lien avec l'armée. Le nouveau président est un proche de la leader du LND, Aung San Suu Kyi. La LND a remporté une victoire historique lors des élections organisées en novembre dernier sous la houlette d'Aung San Suu Kyi, qui ne peut cependant postuler au poste suprême. Elle a donc nommé Tin Kyo et prévenu qu'elle se placerait au-dessus du président.
Les deux autres candidats, Henri Van Tillu de la LND et l'ancien général Min Sué, candidat de l'armée, seront vice-présidents. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné le retrait d'une partie des troupes russes présentes en Syrie et à Genève, les négociations de paix viennent de débuter. Le président russe a annoncé lundi à son ministre de la Défense que les objectifs de la mission russe en Syrie avaient été remplis. La majeure partie de ses militaires a été rappelée. La Russie a lancé en septembre dernier sa campagne de frappe aérienne en Syrie. Le Kremlin a annoncé que M. Poutine avait appelé le président syrien Bachar el-Assad pour l'informer de sa décision. Un communiqué du Kremlin indique que les deux dirigeants ont décidé que Moscou allait maintenir une base aérienne en Syrie afin d'évaluer les progrès du cessez-le-feu. Le président Poutine a fait part de ses espoirs de voir le processus de paix réussir. J'espère que la décision d'aujourd'hui sera un bon signal pour toutes les parties dans le conflit. J'espère que cela va accroître de manière significative le niveau de confiance de tous les participants au processus politique en Syrie et que cela aidera à résoudre de manière pacifique le conflit syrien. Passons maintenant à la seconde partie de notre journal, aujourd'hui la Chine. Bonjour Elsa. Bonjour Jonathan. Merci de nous rejoindre. Merci. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien, nous allons commencer avec une énième polémique entre les États-Unis et la Chine, et cette fois-ci sur une question délicate puisqu'il s'agit des droits de l'homme. De nombreux experts chinois ont répondu aux États-Unis concernant la question des droits de l'homme. Cela fait suite à une récente publication des États-Unis ensemble avec 11 autres pays sur les inquiétudes qu'ils ont concernant la question des droits humains en Chine. Lors d'une conférence de presse hier lundi, plusieurs académiciens chinois ont vilipendé les États-Unis pour leurs récents propos qualifiés de critiques hypocrites de la Chine. Et ils ont critiqué Washington s'agissant du contrôle des armes et du problème racial. Il y a plus de 300 millions d'armes détenues par des particuliers aux États-Unis. Quasiment tout le monde a une arme. Il s'agit là de chiffres ahurissants. Chaque année, 30 000 personnes meurent dans des incidents liés aux armes aux États-Unis. Et le racisme est un problème qui dure depuis très longtemps dans la société américaine. 61% des citoyens américains pensent que les rapports raciaux sont dans leur pire phase depuis 2 décennies. Un autre expert déclare que l'établissement du Conseil onusien pour les droits de l'homme a aidé à améliorer la situation des droits de l'homme dans le monde, à l'exception des États-Unis. Le taux de mortalité maternelle a baissé de 45%, mais aux États-Unis, ce taux a augmenté de 136% entre 1990 et 2013. Et sur le plan de la santé médicale, il y a 33 millions de personnes non couvertes par une assurance. Chang indique que le système électoral américain est de plus en plus contrôlé par des groupes financés en fonction des intérêts des entreprises. Il a déclaré que chaque dollar que les entreprises américaines investissent dans une campagne politique va générer 760 $ de profits en retour. Donc nous pouvons voir que les États-Unis ont très peu progressé dans certains domaines sur les droits de l'homme. Un pays comme celui-ci n'a aucun droit de juger un autre. Les experts ont également critiqué la crise des réfugiés en Europe liée à l'implication militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Économie à présent. En raison de l'incertitude qui entoure les bourses chinoises, les investisseurs institutionnels se tournent vers un actif considéré comme plus sûr, les bons du Trésor. Le gouvernement chinois a la semaine dernière émis pour 30 milliards de yuans de bons du Trésor destinés aux investisseurs individuels. Ils se sont arrachés en une demi-heure. Les bons du Trésor chinois sont divisés en 2 catégories en fonction de leur destinataire, investisseurs individuels ou bien institutionnels. Depuis l'an dernier, les bons institutionnels sont devenus de plus en plus populaires. Le taux d'intérêt des bons a diminué de 80 points de base, juste en dessous des 3%. La valeur des bons de 100 yuan a donc augmenté de plus de 7 yuan. Grâce à cette augmentation, les investisseurs peuvent donc espérer un retour sur investissement d'environ 10%. La dernière fois que le retour des bons a été si élevé remonte à 2008, quand la crise financière a touché la Chine. Aujourd'hui, les taux d'intérêt des actifs sans risque chutent. Acheter de nouvelles actions est devenu de plus en plus difficile en raison de la nouvelle réglementation. Les institutions préféraient faire des prêts, mais actuellement, il y a une bonne dose d'incertitude dans les marchés, ce qui rend les bons attractifs. Donc, tout le monde veut mettre son argent dans les bons du Trésor. Comme dans la majeure partie des pays, plus l'économie est morose, plus les bons sont populaires.
En Chine, l'activité du marché des bons reflète le ralentissement de l'économie. Dans un tel environnement, les gens commencent à rechercher un investissement plus sûr. Les institutions sont réticentes à prêter leur argent ou à investir dans les marchés. Elles préfèrent acheter des bons du Trésor. La question est maintenant de savoir combien de temps ce boom va durer. L'inflation s'est élevée à 2,3% en février en glissement annuel, soit pour la première fois depuis août au-dessus des 2%. Même si ce résultat en a surpris plus d'un, Gu Weiyong estime que l'inflation ne devrait pas s'accélérer. Et ceci renforcerait l'attractivité des bons du Trésor dans un futur proche. Ce boom pour les bons du Trésor peut durer un moment car il est lié à la situation économique générale de la Chine. Le ralentissement de l'inflation peut durer plusieurs années, ce qui va aider les bons du Trésor à rester populaires. Et d'ajouter que les banques réalisent actuellement 20% de leurs investissements dans les bons du Trésor et que, comme dans de nombreux pays, les principaux acquéreurs de bons du Trésor sont les compagnies d'assurance, même si les gros investisseurs y placent également leur argent. Et les bons individuels sont de plus en plus populaires. La semaine dernière, le gouvernement a émis pour 30 milliards de yuan de bons du Trésor destinés aux investisseurs individuels. Ils se sont arrachés en une demi-heure. La marque de téléphonie chinoise Xiaomi connaît un grand succès à l'étranger grâce à des prix modiques et à son système UI. Avec un nombre important d'acheteurs potentiels, l'Inde est devenue l'un des plus gros marchés pour Xiaomi et la compagnie y a activement développé ses activités. L'Inde dispose de plus de 900 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles enregistrés, mais seulement 10% d'entre eux utilisent des smartphones. Les fabricants de téléphones du monde entier sont attirés par ce marché avec l'espoir de prendre une part du gâteau, et Xiaomi est l'un d'entre eux. La société est une première fois entrée dans le marché indien en juillet 2014, et en seulement un an et demi, Xiaomi a gagné un grand nombre de fans. Le mieux avec ce téléphone est l'appareil photo. Je l'aime beaucoup. Si je devais la noter sur 10, je lui mettrais 9,8. Il a un bon système d'exploitation. Mon premier téléphone était une marque populaire ici. Xiaomi a conçu des caractéristiques spéciales comme des enceintes et des filtres pour appareils photo pour attirer les utilisateurs locaux. Alors que le prix est toujours une chose importante pour les clients indiens, Xiaomi a choisi une plateforme en ligne plutôt que des magasins réels pour vendre ses produits au prix les plus bas. Ce qu'il faut, c'est localiser notre service en incluant la logistique et les services pour offrir une bonne expérience d'achat de nos produits. Je pense que dans 5 à 8 ans, le marché à l'étranger occupera la moitié de nos opérations. Les smartphones importés subissent une taxe de 12% en Inde, contrairement aux produits fabriqués localement. Pour épargner des coûts supplémentaires, Xiaomi a installé une ligne d'assemblage en Inde l'an dernier. C'est un important investissement, mais cela peut donner à nos téléphones un avantage au niveau du prix en Inde. Les coûts que nous économisons se répercuteront sur les prix. Si c'est un succès, nous copierons le mode à d'autres pays en Amérique latine et en Afrique. Les ventes de Xiaomi ont augmenté l'an dernier. Au troisième trimestre de 2015, les ventes en Inde ont progressé de 45% par rapport au deuxième trimestre. Pour consolider sa présence dans le marché en pleine explosion, Xiaomi dit qu'il installera de nouvelles usines en Inde cette année. Culture pour finir, si vous êtes en Chine et que la musique francophone vous manque, vous allez être servi au cours des prochains jours. Le festival musical Mars en Folie 2016 offre jusqu'à la fin du mois de mars plus de 30 concerts à travers une dizaine de villes en Chine avec des artistes de France, de Belgique, de Suisse et du Québec. Marc-André Côté est allé voir mais surtout entendre ce que ces groupes de musique actuelle ont à proposer pour CCTV français. Une introduction tout en douceur. L'auteur-compositeur-interprète québécois Félix Diot se plaît à dire qu'il fait une poésie cryptique, tantôt fluide, tantôt limpide. Présent depuis une quinzaine d'années sur la scène musicale montréalaise où il a travaillé autant en anglais qu'en français, son premier album éponyme l'installe résolument dans le monde de la pop francophone. Je crois que j'ai un style relativement personnel. J'ai une voix un peu basse, comme ça. Et puis, je porte une attention très particulière à mon genre de paroles, mon genre de mélodie. Mais je puise mes influences vraiment de plein d'endroits différents. Ce qui fait que j'espère que ce que je fais, c'est assez original.
Ce n'est pas la première fois que Félix Diot se produit au-delà des frontières du Québec. Mais rien ne l'avait préparé à la rencontre surprenante qu'il vient de faire avec le public chinois qui se distingue, selon lui, par un enthousiasme qu'on ne rencontre plus en Occident. De façon générale, la participation du public est extraordinaire. Les gens sont... Ils sont très, très participatifs. Et après les concerts, moi, je suis pas parti avant une bonne heure parce que tout le monde veut prendre des selfies, poser des questions et tout ça. Fait que je pense que les gens sont très, très engagés dans les concerts. Et Félix n'est pas le seul artiste francophone à tenter de séduire le public chinois. Le festival musical Mars en Folie offre jusqu'au 25 mars plus de 30 concerts dans 14 villes en Chine. Nicolas Michaud, venu de Belgique, le groupe suisse Fabien Tarin et Babel, venu de France, complètent l'affiche. Mais l'événement ne sert pas uniquement à ouvrir de nouveaux marchés aux artistes francophones. C'est aussi une occasion pour les Chinois qui apprennent le français d'apprécier les différentes déclinaisons de la langue française. La classe montante chinoise, cette classe moyenne qui commence à avoir des moyens financiers, va maintenant vouloir apprendre le français pour elle-même, pour des gens de 30 à 40 ans, mais aussi pour leurs enfants, juste pour une question de plaisir, une question aussi de culture personnelle, ou pourquoi pas en préparant un voyage touristique ou un voyage culturel en France ou dans un pays francophone. Donc les besoins ont bien évolué. La chanson comme outil d'apprentissage et pourquoi pas. Les différentes sonorités sont aussi en accord avec les valeurs humanistes et culturelles de la francophonie qui séduisent de plus en plus de Chinois. Voilà, c'est donc en chanson que se termine cette partie Aujourd'hui la Chine. Je vais maintenant repasser la parole à mon collègue Jonathan qui va clore ce journal. Jonathan, c'est à vous. Merci beaucoup Elsa. Et merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé, mais nous nous retrouvons dans 1h30 pour une autre édition. Bonne suite de programme sur notre chaîne.